pour le logement. Quelqu'un qui est une personne seule sur l'aide sociale ne devrait pas dépenser plus que genre 250 $. Ça n'existe plus, ça. Puis ça ne laisse pas beaucoup non plus pour toutes les autres choses qu'ils ont à dépenser. Et en termes d'accès, on sait qu'il y a aussi plein d'enjeux qui touchent plein de groupes en termes d'accès, en termes de qui a les connaissances pour savoir comment chercher un logement, qui a la paperasse, l'historique de crédit, pour bien se placer sur le marché du travail. Puis on sait aussi qu'il y a énormément de discrimination. Quand il y a une pénurie de logements, les propriétaires sont vraiment bien placés pour choisir avec beaucoup de soin et selon souvent les biais personnels et structurels, les gens qui considèrent vont mieux payer et être moins de troubles dans leur logement. Mais dans notre collectif, on est en train aussi de regarder les barrières particulières pour certains groupes. On a entendu hier de tous ces groupes. Mais je voulais parler un peu plus en détail de l'enjeu pour les nouveaux arrivants, pour mettre la table un peu avant de passer ensuite à Nick et Eric qui vont nous parler en plus de détails des enjeux sur deux politiques particulières qui sont censées améliorer l'abordabilité et l'accès au logement. Alors, si on prend les personnes qui sont nouveaux arrivants, premièrement, il y a plusieurs portes d'entrée pour les nouveaux arrivants d'arriver au Canada, au Québec. Et ce qui devient très clair, c'est qu'ils partagent certaines barrières et il y a certaines particularités. Alors déjà, imaginez ça, peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez déjà cette expérience, mais vous êtes nouveaux arrivants, peu importe la façon que vous êtes arrivés, mais vous venez d'arriver à Montréal. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas de famille ou amis proches avec qui ils peuvent rester quand ils viennent d'arriver, ils arrivent itinérants. Ils n'ont pas de logement. Et leur première tâche, le plus important, c'est de se trouver une place à vivre. Mais ils commencent derrière d'autres gens qui sont ici depuis peut-être toujours, depuis des années, à chercher un logement qu'ils ont besoin immédiatement. Idéalement, les gens cherchent généralement à rentrer dans leur logement à l'intérieur de 2 semaines, tandis qu'il y a d'autres gens qui cherchent depuis des mois, des fois qui peuvent décider de ne pas déménager cette année s'ils ne trouvent pas de bon logement, mais les nouveaux arrivants doivent vraiment trouver très vite. En plus, ils ont peu de connaissances de comment le marché de logement fonctionne et vous êtes peut-être au courant, mais dans différents pays, ça peut être très, très, très différent de comment ça marche ici au Québec. Alors, ils doivent comprendre comment le marché fonctionne, ils doivent savoir comment se déplacer en ville, ils doivent avoir un téléphone pour faire des appels ou bien Internet pour aller sur Kijiji ou toutes ces façons-là. Ils doivent comprendre. En plus, ils doivent parler la langue assez bien pour parler avec les propriétaires. Et en plus, il faut avoir l'argent pour payer son premier mois de loyer. Dépendant de leur façon d'arriver au Canada, ils peuvent avoir peut-être un fonds avec eux, des épargnes qu'ils vont utiliser pour s'installer. D'autres gens qui arrivent avec vraiment zéro en termes d'argent. Alors tout ça, vous pouvez comprendre, ça crée des enjeux d'abordabilité et d'accès qui sont très difficiles. Mais en plus, il y a d'autres barrières. Une fois que les gens sont ici puis commencent à s'installer, on voit très vite qu'il y a plusieurs appuis au logement qu'ils n'ont pas accès. Par exemple, les nouveaux arrivants, peu importe la catégorie, ils n'ont pas accès aux logements sociaux. On sait aussi que ça prend des années, normalement, avant de l'avoir, mais ils n'ont pas accès avant d'être résidents permanents et d'être normalement dans la ville où ils font leur demande depuis 18 mois. Si les gens sont à statut précaire, ils n'ont pas accès à l'allocation logement dans la plupart du cas. Et en plus, il y a aussi un délai avant que les gens peuvent avoir accès. Et on a vu aussi que, j'ai mentionné ça hier, il y a 4 groupes distincts qui ont chacun des enjeux très différents. Les résidents permanents qui arrivent, eux, ils sont dans la meilleure position, mais ils font quand même face à l'enjeu de connaître le marché, avoir
à l'historique de crédit, parler la langue et tout ça. Il y a les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs migrants qui arrivent et souvent leur logement est lié à leur employeur. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher un logement quand ils arrivent, mais après ça, leur vie privée est comme... il y a trop d'intersections avec la vie de travail. S'ils ont des conflits avec leur employeur, ça met en question le logement. S'ils tombent malades, ça met en question leur logement. Et s'ils rencontrent des grands problèmes, souvent, ils perdent leur logement à cause de ça. Les gens qui sont demandeurs d'asile, je vais parler ensuite d'eux en particulier, mais eux, ils arrivent et ils ont le plus de pression de trouver très vite leur logement. Et dans la recherche que j'ai menée récemment sur les conditions de logement des demandeurs d'asile, c'était comme très, très frappant leur expérience d'avoir des punaises, des coquerelles, moisissures, de payer trop grande proportion de leur revenus sur le logement et tout ça. Ça a dépassé de loin le moyen. Ici, à Montréal, ils ont vraiment des très mauvaises conditions de logement et ils doivent changer souvent de logement parce qu'ils cherchent aussi toujours de trouver des meilleures conditions. Ils sont dans des appartements surpeuplés aussi. Et tout ça, c'est lié au fait que quand eux, ils cherchent leur logement, ils doivent prendre généralement la première chose qui devient disponible et qui peuvent se permettre de se payer. Finalement, il y a les personnes sans papier, que eux, généralement, ils deviennent sans papier après avoir été au Québec pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années. Alors, ils ne sont pas de nouveaux arrivants généralement, mais ils n'ont pas accès à rien en termes d'appui officiel pour le logement. Et les propriétaires, souvent, s'ils comprennent que la personne est sans papier, ça peut être un levier d'exploitation. Alors, tout ça pour dire, en termes d'abordabilité, ces groupes, généralement, ils ont des revenus plus bas que le moyen. Et en termes d'accès, ils font face à plusieurs formes de discrimination. On sait que pour l'accès au logement, les 2 points les plus forts de discrimination, c'est avoir des enfants, et encore plus si on a plusieurs enfants. Et deuxièmement, la source de revenus, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, c'est très difficile. Et si on a peu de revenus, c'est très difficile aussi. Et dépendant du groupe de nouveaux arrivants, ils peuvent être surreprésentés parmi les gens qui ont des grandes familles et, par exemple, les demandeurs d'asile qui sont souvent sur l'aide sociale à cause du délai de permis de travail. Ils font plus face à ce genre de discrimination, mais il y a la discrimination spécifiquement qui les cible aussi. Les gens parlent plus en fait de discrimination basée sur le statut d'immigration que race, par exemple, mais les deux sont là. Apparemment, les propriétaires qui réalisent que quelqu'un a le statut précaire a très peur que la personne va abandonner l'appartement, même si on sait que ça prend des années, normalement, avant que quelqu'un doit quitter. Il y a encore très fortement la discrimination ethnique et raciale, et les nouveaux arrivants, généralement, ils sont plus souvent parmi les groupes racisés et minorités ethniques. Et finalement, juste la question d'accent. Essayer de faire des appels ou parler avec un accent si on fait des visites fait les propriétaires faire plein d'idées sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de type de locataire que la personne va être. Alors, je vais boucler avec ça. C'était pour mettre la table pour dire, on a des approches politiques de programmes qui essaient d'augmenter l'abordabilité et l'accès au logement, ce qui est vraiment essentiel pour prévenir l'itinérance. Mais il y a toujours plein de détails qui viennent jouer sur l'efficacité de ces mesures-là. Maintenant, on va avoir mes collègues qui vont parler en détail de 2 programmes, puis on va pouvoir réfléchir comment ils fonctionnent pour les groupes qui font partie de notre projet. Merci beaucoup.
Hi, my name is Nick Falvo, and I'm going to say a few words in English, probably for a few minutes. Then I'm going to walk you through a slide presentation in French over the course of about 10 minutes. And in the Q&A and discussion, I'll probably lean towards English more than French, but it's an honor to be at a truly bilingual conference. I am the lead researcher on a research project that has been funded by Quebec's Ministry of Municipal Affairs and Housing, and it's a partnership with the Collectif Québécois pour la prévention de l'itinérance. It's truly been an honor to be a part of that partnership, and the funder has been extremely flexible and helpful at all stages. There are generally two types of assistance when it comes to affordable housing policy. One is supply side and one is demand side. There are often people who tend to favor one or the other. I happen to think there are advantages and drawbacks to each approach. And this research is just about the demand side approach. It's looking at what the strengths are and what the drawbacks are of Quebec's current system, of which there are two main programs. We are probably about 2/3 of the way through the research project. We're having focus groups in September and are moving along rather nicely. Alors, c'est un rapport commandé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais vous parler à propos de ce projet maintenant. Le rapport que je mène, ça aborde le programme de supplément au loyer et le programme allocation logement. C'est un projet de recherche visant à exposer les atouts et les lacunes de ces programmes tout en suggérant des moyens de les améliorer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, j'ai fait une recension des écrits internationaux. C'est complété maintenant pour la plupart. J'ai mené aussi des entrevues individuelles avec 34 experts québécois. Certains d'entre eux sont ici maintenant. Il y aura aussi un processus de rétroaction. On est en train d'avoir ce processus maintenant. Plus tard, ce mois, une ébauche, un rapport intérimaire va être circulé aux 34 personnes à qui j'ai parlé. Ça a été déjà circulé à notre comité consultatif. Monsieur Latimer, mon surveillant dans le projet, il a mené un exercice de page blanche visant à déterminer à quoi pourraient ressembler des programmes idéaux. Et on aura des groupes d'entretien focalisés, c'est-à-dire des focus groups, en septembre. Comme j'ai dit en anglais, lorsque les logements sont créés avec l'aide financière du gouvernement et que le prix des loyers sont très bas, on parle d'aide du côté de l'offre, a supply side approach. Mais lorsqu'elle est fournie pour qu'un locataire puisse payer le loyer du marché, on parle d'aide du côté de la demande, demand side approaches. So supply side is when you create housing and make the rents cheap. Demand side approaches are when you essentially accept the market levels, but you help the household afford those rent levels. Alors, qu'est-ce qu'on a au Québec en tant que le côté de la demande? Premièrement, on a le programme supplément au loyer, on dit PSL, typiquement. Ça aide les ménages à faible revenu dans les logements locatifs. Le bénéficiaire paye 25% de son revenu pour le loyer et le supplément, c'est-à-dire le PSL, couvre le reste jusqu'à un certain seuil. Aussi au Québec, vous avez l'allocation logement. C'est pour les ménages à faible revenu qui sont
âgés de 50 ans ou plus et vivant seuls, ou faisant partie d'un couple dont l'un des membres est âgé de 50 ans ou plus, ou faisant partie d'une famille à faible revenu avec au moins un enfant à charge. Les ménages éligibles peuvent recevoir une allocation mensuelle comprise entre 100 et 170 $. Une petite mise en garde, tous les PSL ne sont pas identiques. La critique des PSL doit être comprise en conséquence. There are various types of this PSL programs. They should not all be sort of considered equal. Premier constat. Les deux programmes offrent aux locataires la possibilité de choisir leur logement et leur quartier sans avoir un effet dissuasif sur la participation au marché du travail. Ils semblent également durer suffisamment longtemps. So generally, we're finding that people who get the PSL the first time are able to have some choice in terms of neighborhood. It does not appear to deter labor market participation, and they seem to last a decent amount of time and can be renewed. Le financement du plan d'action interministériel et itinérance 2021-2026 permet d'accompagner 2200 personnes vers un appartement, quoique le nombre de PSL annoncés n'atteignait pas encore ce niveau en février 2023. Question émergente. We're trying not to present initial findings quite yet. We're trying to present initial questions, issues we're working through, because we're still early on in the process. Question émergente. Premièrement, quel niveau d'aide faudrait-il octroyer, à la fois en termes de nombre de personnes aidées et de générosité de l'aide pour ceux qui y ont droit? Quel devrait être le niveau de soutien, accompagnement psychosocial pour les locataires vulnérables? The issue of wraparound support has come up a lot in interviews. I'm starting to find that increasingly all across Canada we have a serious lack of wraparound supports, also known as housing supports. Comment traiter les locations problématiques? When you have a problematic tenancy, bad behavior, so to speak, how punitive should you be? Housing First would generally say not very punitive at all. Quelle documentation exiger? Some types of PSLs require a lot of documentation, some less so. Dans le cadre du programme Allocation Logement, quel mécanisme d'attribution devrait-on utiliser? Est-ce que ça devrait être automatique ou attribution suite à une demande? Quel groupe devrait y avoir accès et quels devraient être les montants? The Allocation Logement program is not widely known in the province. This is a bit of a challenge. A lot of people who could be applying for it don't. There have been federal programs like that too. Il faut trouver de bonnes réponses à ces questions. Autre question, quand l'aide financière devrait être liée au locataire et quand à l'unité de logement? When a PSL is linked to a unit and a person wants to move or loses the unit, you have a problem. If a PSL can be linked to a person, it's better, I would argue. Quelle place accorder à l'expansion du parc de logements sociaux abordables? I mentioned earlier there are advantages to demand-side approaches, there are advantages to supply-side approaches. More supply-side funding in Quebec could take pressure off the demand-side approaches. I'd be happy to talk to the advantages and disadvantages of each approach during the Q&A if you want.
Prochaines étapes, diffusion des premières conclusions aux participants à la recherche avant la fin du mois. In other words, out of respect for the 34 people we interviewed, we're going to show them a draft report before we show you, although some of you were interviewed. Il y aura des groupes d'entretien focalisés qui se réuniront en septembre. J'aimerais remercier les membres du comité consultatif qui est présidé par Eric Latimer. Les membres incluent Judith Arsenault, qui est ici aujourd'hui, Lynn Bernier, Rudy Escoffier, Jim Hughes, Danny Lacroix, Jeffrey Lane, Nicolas Martin, Isabelle Moisan, Michael Tillman et Sandy Tremblay. We tried to get a wide geographical mix of people, including some members of the collective. And here are some other people who've helped at various stages of the project. Thank you very much for your time. Bonjour tout le monde. Bon, alors, Nick a souligné l'importance de l'accompagnement psychosocial et je veux passer quelques minutes à parler de cet enjeu un peu plus en détail. Dans le graphique ici, on voit au centre l'équipe SRA, que j'ai mis comme approximativement égal à SIV. Les deux sont en fait assez équivalentes. SIV, soutien d'intensité variable, Intensive Case Management in English. C'est le modèle qu'on trouve en santé mentale qui est comme un peu moins intensif que le suivi intensif en équipe ou le suivi intensif dans le milieu, Assertive Community Treatment. Mais il y a moyen de moduler l'intervention SRA de plusieurs façons. Et en fait, il me semble on peut catégoriser les façons de modifier le modèle en 3 dimensions. Une dimension, c'est l'intensité. Dans une équipe de type SRA, SIV, on s'attend en moyenne à un ratio d'environ un intervenant pour 17 environ 17 clients. Dans le suivi intensif, dans le milieu, on a une intensité qui ressemble plus à 1 à 8 dans le contexte canadien. Aux États-Unis, c'est 1 à 10, mais les intervenants américains travaillent 40 heures par semaine. Nous, plutôt 35, 37,5. Donc, 1 à 8, c'est plus approprié. C'est ce qu'on trouve souvent du côté de la santé mentale. Il y a quelque chose qui est intéressant à souligner ici, c'est que, certains d'entre vous le savent, dans le cadre du projet Chez Soi, on avait 2 niveaux d'intervention pour les personnes qu'on aidait à sortir de l'itinérance. Pour les personnes à besoins élevés, qui avaient toutes des maladies mentales avec composantes psychotiques et qui également avaient un niveau de fonctionnement relativement bas et diverses difficultés liées à la consommation de substances, l'interaction avec le système judiciaire. Ces personnes-là avaient accès à une équipe de suivi intensif, comme on en trouve en santé mentale, avec psychiatres, infirmières, etc. Tandis que les autres recevaient une intervention de niveau SIV. Notre impression, parce qu'on faisait cette expérience dans 5 villes canadiennes à la fois, c'était que c'était tout à fait approprié d'avoir un niveau d'intervention SI, SIM, ACT, pour les personnes à besoins élevés. Mais quand le gouvernement fédéral a décidé d'étendre le financement au modèle logement d'abord, il a jugé que ce serait politiquement périlleux d'essayer de financer des équipes de suivi intensif, parce qu'elles ont un caractère très médical. Donc, le financement ce qui était à l'époque le HPS, la SPLI, a été destiné uniquement à des équipes de niveau SRA, ce qu'on a appelé SRA.
donc de niveau SIV. Et il y a eu comme un vide qui est seulement très partiellement rempli à l'heure actuelle par certaines équipes, le SII à Notre-Dame avec le docteur Olivier Farmer, il y en a une à Québec aussi, mais c'est très partiellement rempli. Et d'ailleurs, l'analyse économique de ces deux approches a indiqué que les personnes qui ont accès, qu'on avait assigné à des équipes de niveau SI, coûtaient plus cher au départ, en moyenne 70 000 environ, et l'intervention réduisait les coûts de ces personnes plus que dans le cas des équipes SRA-SIV. De sorte que dans les deux cas, environ la moitié des coûts de l'intervention, même si l'intervention était plus chère avec le SI, était compensée par des réductions dans d'autres coûts. Donc, c'est très raisonnable sur le plan clinique et sur le plan économique d'avoir des équipes de niveau SI, mais actuellement, c'est quelque chose qui n'est pas fait dans notre réseau de façon systématique. Donc, il y a cet enjeu d'intensité. Il y a aussi l'enjeu de spécialisation. Il y a des populations qui ont des besoins spécifiques et c'est quelque chose qu'on est encore en train d'essayer de définir. Je pense que ça fait partie des travaux du collectif de définir avec plus de précision le type de spécialisation qui serait optimale. Par exemple, il y a les personnes autochtones. On a quelques programmes SRA au Québec actuellement qui incluent en tout ou en partie des personnes autochtones. Et évidemment, il faut autant que possible essayer de donner une intervention qui est culturellement appropriée. Donc, il y a un défi là. Les femmes fuyant la violence conjugale. On a évoqué hier les maisons de deuxième étape, qui est comme le modèle standard au Québec. On commence avec un refuge d'urgence où la femme, d'habitude, reste un temps relativement court. Ensuite, on espère pouvoir l'envoyer dans une maison de deuxième étape où elle restera souvent 1 an. Le risque de violence demeure, de ce que j'ai compris, pendant environ 1 année. Et après ça, ça commence à diminuer. Mais il y a un modèle, une approche alternative qui a été testée avec succès, au moins pour une partie des femmes dans l'État de Washington, dans laquelle on utilise plutôt encore l'approche logement d'abord. Donc, on va aider la femme à trouver un logement en milieu naturel. Si on regarde les données utilisées, ça semble efficace et particulièrement rentable pour les femmes qui avaient déjà un emploi et qui peuvent rapidement retrouver leur emploi. Donc, elles ont le revenu pour pouvoir avoir leur propre appartement. Et bien sûr, il faut mettre en place des mécanismes pour la protéger, mais ce genre de mécanisme existe sans rentrer dans les détails maintenant. Ensuite, évidemment, les jeunes. Le professeur Mackey a fait allusion hier à Housing First for Youth. Donc ça aussi, ça semble possible, mais encore une fois, il y a des spécificités associées aux jeunes. Et j'ai parlé un petit peu hier du trouble d'accumulation compulsive. C'est quelque chose dont on discute actuellement dans notre groupe de travail. Et j'aurais dû mentionner d'ailleurs hier que c'est non seulement Anne-Julie Roy, mais aussi le docteur Pierre Rondeau qui co-anime ce CATAC, dont j'ai parlé hier. Ensuite, il y a la question de la durée. On a parlé aussi brièvement hier de Peter Mackey, encore une fois, l'a mentionné, le modèle Critical Time Intervention, qui est un modèle qui est originaire de New York, qui a été appliqué à beaucoup de groupes, qui est très précisément défini, qui a été étudié bien des fois et qui essentiellement cherche de façon très systématique à aider une personne sur une période de 9 mois, suivant une période souvent de pré-engagement, sur une période de 9 mois, c'est très structuré, à se connecter aux services existants. Je crois que dans notre contexte, la seule difficulté avec l'approche Critical Time Intervention, puis on en a beaucoup discuté dans le contexte des personnes qui sortent de milieux carcéraux, c'est est-ce qu'on a
des services SRA avec supplément au loyer à leur offrir à la fin des 9 mois. Et dans bien des cas, on ne l'a pas. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas vraiment idéal. Mais il y aura certainement des cas où une personne peut être transférée au service habituel des équipes de suivi intensif, SIV, dans la communauté. Et pour les personnes qui ont des problématiques plus importantes, plus difficiles à résoudre, évidemment, là, on aura besoin d'un suivi plus à long terme avec une équipe spécialisée. Donc voilà, je crois que ça nous donne un peu une vue d'ensemble sur les différentes façons qu'on peut ajuster l'approche SRA. Juste pour donner un autre exemple, à la conférence internationale sur le logement d'abord qui a eu lieu en ligne il y a environ 1 an, il y avait une présentation sur l'application à Lisbonne du modèle logement d'abord pour des personnes avec des problèmes de consommation importants. Et dans ce cas-là, l'équipe était spécialisée dans l'intervention auprès de cette population et, selon les données qu'ils nous présentaient, obtenait des bons résultats en ajoutant ce genre de spécialisation à l'équipe. Donc, voilà. N'est qu'à parler des 2 grandes approches, le soutien à la demande, le soutien à l'offre. Alors, je vais quand même passer juste quelques minutes à parler un peu de l'enjeu du soutien à l'offre de logement. En fait, si on regarde les données, l'écart entre l'offre et la demande de logement de façon globale semble moins problématique au Québec que dans d'autres provinces. Et Alison a un peu parlé de ça hier. Donc, on voit parmi les pays du G7, globalement, le Canada est juste en bas des États-Unis en termes de nombre d'unités de logement par 1000 habitants. Mais il y a beaucoup de variations interprovinciales, comme vous voyez dans le graphique à droite, qui a été préparé par la Banque Scotia. Et on voit que le Québec est en fait juste un peu en dessous de la moyenne des G7. Mais ça peut suggérer, bon, ben c'est pas si mal, on est juste en dessous de la moyenne des G7 excluant le Canada. Mais le G7 incluant le Canada inclut les États-Unis qui ont un gros problème en termes de nombre d'unités de logement. Il y a énormément de not in my backyardism, de pas dans ma cour aux États-Unis, qui fait que même dans les États où l'argent est voté pour construire, comme en Californie, la construction ne se fait pas parce que les gens ne veulent pas qu'on construise du logement social à côté de chez eux. Donc, le problème est assez grave. Quelles sont les avenues possibles pour mieux soutenir l'offre? L'État de New York récemment a introduit une série de règlements pour faire en sorte que plus de logements abordables soient construits. Ils ont donné des cibles de construction aux municipalités et ils ont dit aux promoteurs, bon, si la municipalité n'autorise pas des logements assez vite, vous pouvez construire sans l'approbation de la municipalité. Donc, c'est un peu controversé. Ça imite ce qui s'est fait dans d'autres États, mais on va voir à quel point c'est efficace. Mais il y a toutes sortes de façons d'intervenir à ce niveau-là. Une autre idée qui vient d'un analyste de la Banque Scotia, c'est de lier l'aide aux municipalités au nombre de mises en chantier. Et on pourrait modifier ça pour que ce soit surtout pour des logements abordables. Et aussi, si on regarde les règlements actuels, on pourrait augmenter les montants admissibles par logement. Donc, en fait, il y a un grand nombre de formules possibles pour rendre la construction de logements sociaux abordables rentable pour les promoteurs. Et on pourrait aussi imaginer, à l'instar de certaines villes, en Europe surtout, avoir des concours architecturaux avec des appels d'offres pour construire vraiment des beaux projets de logements sociaux. Et j'ai pensé terminer juste en montrant quelques exemples. Il y a un site qui montre plusieurs
des photos de plusieurs projets de logements sociaux, dont aucun n'est au Canada, qui sont vraiment esthétiquement plaisants. Certains sont très grands et je crois qu'on se dirige plutôt maintenant vers la construction de logements sociaux plus petits, à échelle plus humaine. Les grands projets des années 60 ont souvent eu des effets négatifs. Mais voici juste quelques exemples de projets un peu plus petits, mais qui sont très beaux. Donc, je crois que c'est juste pour... je sais que je prêche aux convertis ici, mais c'est juste pour nous donner l'idée que le logement social n'a pas besoin d'être quelque chose d'architecturalement médiocre qui n'embellit pas une ville. C'est quelque chose qui peut devenir comme un focus qui aide à rendre une ville plus belle, plus attrayante. Et sur le plan économique, juste quelques remarques. Actuellement, à Montréal, en tout cas, je ne sais pas si c'est la règle à travers la province, mais le montant qui est offert par le CIUS Centre-Sud pour un lit en hébergement d'urgence, c'est 35 000 $ par année, ce qui est nettement plus que le coût d'une équipe SRA avec un supplément au loyer même de 800 $ par mois. L'excédent pourrait contribuer à financer des projets de logement social. Donc, je crois que c'est, quand on voit notre gouvernement qui a jugé qu'on pouvait réduire les impôts de 9 milliards de dollars, supposément parce que les besoins ne sont pas assez grands dans divers domaines comme celui du logement social, mais je crois qu'on a les moyens de se payer une meilleure réponse aux besoins de logement, qui est en fait, c'est l'élément, il me semble, où on peut être assez certain qu'il va falloir dépenser plus si on veut vraiment résoudre le problème de l'itinérance. Au niveau de l'intervention, ce n'est pas si cher que ça, parce qu'on réalise beaucoup d'autres économies en termes de visite à l'urgence, transport ambulancier, séjour dans l'hébergement d'urgence, etc. Alors voilà, je termine ici. Merci beaucoup. Je vais inviter les panélistes à reprendre leur place. On a une période d'à peu près 15 minutes pour des questions. Donc je pense qu'il y a des micros, donc que ce soit en français ou en anglais, des questions intéressantes, pas intéressantes. Allez-y, vous avez 3 spécialistes qui peuvent répondre à tout et rien en même temps. Moi, je peux juste avouer pour commencer que je viens de trouver mes diapos dans mon propre boîte d'envoi. C'est ma faute. My question is for Professor Hanley. It's about the housing for immigration. So what you said resonates with what we see at La Gifam where I work. I'm wondering where is the discourse on the importance of making housing accessible to immigrants, especially in the context of the housing crisis, and is that an easy or a difficult argument to win, given that housing is so difficult for everyone? What's going on at that level there of convincing people with budgets and decision-making power of the urgency of making housing available to immigrant population? This is an excellent point. I think that there is a growing need for housing construction. It's just a fact the population's growing, but also we're relying on immigration for economic reasons and demographic reasons also. So I think we need to have housing construction supported at the same time that immigration is increasing. I think that making things like housing allowance and rent supplements
available to many different statuses of immigration is a fairly easy win, because we've seen at different times government programs made immediately available for Syrian refugees upon arrival. Ukrainians have access to certain things. So there have been sort of political decisions at different times to make these programs available on arrival, not specifically these housing ones, but family allowances, things like that, because it's recognized that people will not make it if they don't have these kind of supports. So I think this is something that could be, the provincial government could be convinced was really beneficial to make those, the demand side benefits available right away. And then social housing construction and making all immigration statuses eligible, I think, would be useful. I have a question a little bit in the same spirit for Jill. So I think some of the policy responses that we've seen relative to the housing crisis more broadly, if we're thinking housing as a continuum, not just for people at risk of homelessness, and I think the way we conventionally think about it, there's been a lot of discussion around foreign investor taxes, foreign like home buyer taxes. And I'm curious, as we see the housing crisis starting to affect people of different social echelons, let's say, Jill, do you see a concern for those kind of policies potentially harming even more newcomers to Canada? I have a feeling the person who asked the question could probably add even more details to this than me, but it is a fact that over time, immigrants tend to have higher rates of home ownership than the general population. It's something that people really prioritize, and will even kind of collectivize their assets and stuff like that to be able to buy units. And it's been extremely hard for people that aren't permanent residents to buy property, and with these new laws even more. As Canada has been moving towards putting more weight on temporary immigration as opposed to permanent immigration, people coming as temporary foreign workers, even lots of people who come to McGill as professors, run into trouble when they're trying to buy property. And sometimes they'll be in that temporary foreign worker position for like 6-8 years before they're able to get permanent residency. So there are people for sure in that category that would like to be buying a home and can't because of the extra requirements for someone who's not a permanent resident. It made me think something that I forgot to mention when I was speaking also is on the demand side, support for housing search. So there is some money provided by MIFI, the Quebec Immigration Ministry, for refugee claimants and immigrants in general to search for housing, and people feel it's very necessary. There's not as much support for the other groups that we talking about, and I was struck yesterday in our presentation from Wales about how the argument that having someone whose job it is to know the housing market and help find housing can make a really big difference to people. That is something that I feel like in social services generally, there needs to be more for immigrants and refugees, but I think in general in social services, that would be a very useful service to invest in to help people crack into the housing market. Je pense que ma question va peut-être plus s'adresser à M. Latimer et M. Excusez-moi, j'oublie tout le temps les noms. Falco? Falco, pardon. Mais c'était notamment concernant les PSL. Donc, je pense que je comprends l'approche que vous avez mis de l'avant sur travailler sur plus la demande, mais c'est sûr que d'un certain côté, en ce moment, ce qu'on constate, c'est à la fois les PSL ne permettent pas véritablement aux gens de bien se loger parce qu'on constate que les propriétaires ne sont pas intéressés à faire ce type d'entente-là avec finalement des locataires qui vont souvent être en dehors des critères de sélection, un peu la forme de discrimination qu'on parlait autrement. Donc, c'est sûr que pour nous, voir une approche basée sur la demande dans un contexte de crise du logement, en tout cas comme vous l'approchez, est pour nous hautement problématique parce qu'on constate qu'au finalement, à la fois, ces ententes-là ne sont pas renouvelées par les propriétaires, ils n'ont pas d'intérêt à conserver ça. Même à long terme, souvent, les PSL vont être plus coûteux que de la construction.
Et l'allocation logement est hautement discriminatoire en ce moment et qui permet évidemment à plusieurs personnes, notamment les personnes seules, qui sont souvent les personnes qui ont les taux d'effort les plus élevés, ne sont pas admissibles à ces formes d'aide-là. Et encore là, je veux dire, c'est quand même de l'argent qui va directement dans les poches de propriétaires qui décident de faire de la spéculation foncière et d'augmenter les loyers. Donc, jusqu'à quel point on désire aussi soutenir des programmes style l'allocation logement ou même augmenter les types d'offres quand, de toute façon, ça va juste continuer de soutenir, dans le fond, les propriétaires qui souhaitent faire des hausses de loyer abusives. Et au final, les locataires, en ce moment, on le constate, même le faible augmentation sur l'allocation logement actuelle ne permet pas même d'accoter les hausses de loyer que plusieurs locataires ont subies dans les dernières semaines et mois ou qui vont subir au 1er juillet. Donc, c'est sûr que vous parliez de logement social, mais pour nous, le logement social, c'est vraiment hors du marché privé. Puis je pense que c'est la forme qui va véritablement permettre à long terme de prévenir des gens de se retrouver à l'itinérance versus, évidemment, des PSL dans le logement privé. Donc, je voulais peut-être vous entendre un peu plus par rapport à ça. Est-ce que je peux vous répondre en anglais? Okay, I had a feeling the question was going to come up essentially, I think if I could paraphrase, why not supply-side approaches, demand-side approaches have considerable shortcomings. I'll say a few things about this and maybe we can talk later if you want. I am a huge fan of supply-side approaches to housing affordability. Last year I co-authored a report for the Co-op Housing Federation of Canada. We looked at co-op units as a case study, but it could have been, it was relevant to the community sector as a whole. And we found that units of co-op housing, they preserved essentially low rents over time, and certainly compared to similar units in the private sector. So over the long term, a supply side approach is very important. It can keep rents low over the long term, and you've got a permanent asset that is owned by a nonprofit entity. And then if it's ever sold, instead of being sold to shareholders, it has to be sold to a like purpose entity. That's usually one of the rules. Some of you have probably heard of something called the social rate of, or the rate of social housing of a country. So that's the percentage of total housing units that are owned by nonprofit entities, broadly speaking. So across the OECD, it's 7%. In some countries, it's much higher than that. In Canada, it's 3.5%. It's very low. We're half the OECD average. This varies by province. Quebec's would be higher than 3.5, but across Canada, we have a very low rate of social housing. I am a strong supporter of increasing that substantially. Some of you have heard of Stéphane Corriveau, who's based here in Montreal. He's advocated for Canada's rate of social housing to move to 40%. I don't know where he gets 40%, but I certainly think we could go much higher across Canada because of those benefits. There are still, and of course, when you have a housing market where there's a 0.5% rental vacancy or a 1% rental vacancy rate, demand-side approaches are only going to get you so far. And so the supply-side approaches are enormously important, and the interim report does discuss that at this already. Having said that, there are, I would say, scenarios and cases where demand-side approaches have their place. For example, you have some municipalities sometimes in some years that have relatively high rental vacancy rates, 5-6%. That's a good time to negotiate with the landlord. You have some communities that have very little social housing at all, and if you want to improve housing affordability quickly, demand-side approaches might be one of your only options. You might have a person, you want to give somebody choice, for example. Housing First espouses the importance of choice. With demand-side approaches, you have more choice in terms of opportunities. You can also do demand-side approaches really quickly. Within a matter of months, you can increase the purchasing power of a household. With creating new community housing, that's not done quite as quickly. It can take years to do that. So I want to really make clear that I'm a firm believer in the need for more supply-side approaches, and the report does discuss already the need for that, especially to take pressure off demand-side approaches, but I think both approaches have their place. Oui, merci. Je fais tout à fait écho aux commentaires de Nick. Je crois que les deux approches doivent être vues comme complémentaires. Mais je voudrais ajouter quelques précisions au niveau des défis associés à trouver des appartements dans le contexte actuel. En fait, je crois qu'il y a
pas mal de nuances qui peuvent être apportées. Les agents de logement sont plus ou moins efficaces à convaincre les propriétaires. Il y en a qui ont des meilleures qualités de vendeurs que d'autres. Et il y a quand même l'atout qu'il y a le soutien d'une équipe d'intervenants qui va répondre, si elle fait bien son travail, qui va répondre aux appels du propriétaire, qui va soutenir la location. Je sais qu'il y a des cas où la personne est tellement difficile, a des comportements tellement problématiques pour les voisins que ça ne va pas fonctionner, mais il y a quand même une variation dans l'efficacité des programmes SRA à trouver des logements. Je vois quelqu'un ici dont le programme, la Diogène, je pense ont un assez bon track record de trouver des logements. Il y a aussi l'enjeu de comment entretenir la relation avec le propriétaire, comment donner un service assez bon pour que le propriétaire veuille continuer de faire affaire avec le programme. Et je sais que dans la pratique, c'est difficile d'avoir toujours une haute qualité d'intervention, surtout dans un marché du travail où il y a une pénurie de personnel à tous les niveaux. Je crois que Jessica va vouloir ajouter des commentaires à ce sujet-là, mais je veux juste ajouter une chose. C'est que peut-être certains parmi vous étaient à la conférence de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance en novembre à Toronto. Il y avait une présentation que j'ai trouvée très intéressante d'une équipe à Nashville qui faisait, qui trouvait des logements pour les personnes en situation d'itinérance. Ils avaient tout un système intéressant de classification des gens selon 3 stades, puis ils essayaient de s'assurer que le temps pour passer d'un stade à l'autre était mesuré et minimisé. Un des chercheurs sur place, Stephen Huang, a demandé, mais est-ce que ce que vous faites va fonctionner seulement dans les marchés locatifs où il y a relativement plus d'appartements disponibles? Et ils ont répondu, en fait, non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Chaque semaine, on a un certain nombre de personnes à qui on veut trouver un logement et on leur trouve des logements, même dans les marchés difficiles. Et je crois que c'est un peu comme un jeu de chaises musicales, en quelque sorte. Il y a toujours des appartements qui se libèrent. Et la question, c'est un peu comme le proverbe en anglais, « The early bird catches the worm ». L'oiseau qui se lève plus tôt réussit à attraper le ver. Que si on est là quand la possibilité de louer un appartement se présente, et si on a établi une bonne relation, une bonne réputation auprès des propriétaires, je crois que c'est plus facile. Cela dit, puis je vais mentionner aussi, je suis sur le CA de la Porte Ouverte à Montréal. On a un programme SRA pour personnes autochtones uniquement, principalement des Inuits. Donc, ce n'est pas une clientèle facile. Et néanmoins, on a réussi sans trop de difficultés à loger 27 personnes. Et assez rapidement. Donc, oui. Il reste 2 minutes, si vous permettez. Je vais céder la parole à Mme Soto pour le dernier mot. Merci. Bon, d'accord. Juste dire que ce qui nous intéresse, c'est les personnes, au fond. Que ce soit dans les logements sociaux ou dans les logements privés, je pense que l'enjeu n'est pas là. Et si on leur permet de choisir, en général, ils veulent un logement comme pour nous tous, dans la communauté, comme pour tout le monde. Il faut dire aussi que dans le cas de Diogène, on travaille avec des personnes on a de la difficulté parfois à maintenir un logement privé comme un logement social. Les personnes sont expulsées de deux bords, ça arrive. Donc, le soutien est important, mais on est là aussi pour s'assurer que les personnes vulnérables ne sont pas abusées par personne. Donc, on ne met pas de drapeau ni d'un côté ni de l'autre. C'est vraiment pour les personnes qui est important. C'est pour eux qu'on est là. Ils ont des difficultés, il faut les soutenir, que ce soit au niveau des réparations, mais on fait très attention à ce que l'augmentation des loyers ne soit pas abusive. Et à ce niveau-là, nous, on a réussi en 6 mois à loger 50 personnes, donc c'est possible. Mais c'est sûr qu'il faut créer une réputation
par rapport au soutien qu'on offre à ces personnes-là. Puis on n'est pas là pour collecter le loyer non plus. Les propriétaires, ils ont leur propre responsabilité, comme ils ont la responsabilité d'offrir des logements décents et de s'occuper de l'extermination des vermines, etc. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite à poursuivre la conversation. Je remercie encore les panélistes, Gilles et les messieurs. Voilà, même sans une présentation, Gilles a présenté avec beaucoup de ferveur. Et pour Nick et pour Éric Latimer, c'est un plaisir de les avoir. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se revoit avec moi à midi pour la présentation du Dr Wasmuth. Merci. Okay.